Bonjour pour ce nouveau webinaire de l'AFA qui va continuer à regarder comment se passent les innovations d'agriculteurs et comment ils analysent ces innovations. Et donc, je vous rappelle, et bienvenue à ceux qui arrivent, je vous rappelle que dans la salle, vous avez la possibilité d'interagir de deux manières avec les animateurs et les intervenants. Le bouton chat, converser ou discussion qui vous permet de nous donner des informations que vous voudriez donner ou me faire part d'éventuels soucis techniques, ce qui n'arrive que très 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 rarement, donc je ne le souhaite pas. Et le deuxième bouton utilisable et qu'on vous conseille d'utiliser vivement, c'est le bouton Q&R, questions-réponses, qui vous permet de poser vos questions à aux intervenants, aux animateurs, et après, il y aura un temps d'échange et de réponse qui se fera après l'intervention de nos invités. Et donc, je laisse la parole à Christophe Naudin qui anime cette séance aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Christophe Naudin, agronome à l'ESA d'Angers. Avec Marie-Hélène Geoffroy, on est très heureux de vous inviter à ce troisième webinaire dédié aux innovations des agriculteurs. Ce sont des webinaires qui sont proposés par Agrignum, l'Association française d'agronomie, le réseau mixte technologique champs et territoires, atelier, et IDEAS, l'initiative pour la conception dans les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de nourrir les hommes, les animaux, le sol et produire de l'énergie en agriculture de conservation avec Damien Thieblemont, agriculteur en Haute-Marne, et Antonio Pereira de la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. Notre objectif dans ces webinaires est double. Présenter une innovation réussie dans le cadre de l'agroécologie, mise en œuvre par un agriculteur satisfait. Décrypter la logique d'action de l'agriculteur, c'est-à-dire les relations entre les pratiques mises en œuvre par l'agriculteur, ses objectifs, les résultats qu'il souhaite obtenir, les observations qu'il a faites pour faire évoluer ses pratiques et une interprétation fonctionnelle de ces pratiques de manière à partager les savoirs en agroécologie. C'est à travers un dialogue entre M. Thieblemont et M. Pereira qu'on va tenter de décrypter cette logique d'action. On espère également pouvoir formaliser cette logique dans l'outil GECO, un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique qui présente des techniques alternatives contribuant à la transition. En termes d'organisation, on écoutera d'abord Damien Thieblemont et Antonio Pereira pendant environ 30 minutes qui nous décriront les pratiques innovantes. Pendant ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R de l'outil Zoom. Dans la seconde demi-heure, nous prendrons vos questions et demanderons à nos intervenants d'y répondre. Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne rapidement sur le site de l'AFA. Je laisse la parole à nos intervenants. Bon webinaire à tous. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, on est de plus en plus habitués à interagir comme ça par écran interposé. Bienvenue dans cette troisième journée webinaire. Commencer par présenter les intervenants. Donc, l'agriculteur qui est à côté de moi, Damien Thieblemont, qui exploite ici en Haute-Marne, et moi-même, Antonio Pereira, qui suis conseiller production végétale à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. On a prévu une douzaine de slides qu'on espère va vous intéresser, qui va retracer un peu le parcours de l'exploitation de Damien. Mais au préalable, je vais commencer par prendre la parole pour vous présenter un peu quelques éléments de contexte. J'espère que la technique va fonctionner. Tout d'abord, un point de situation sur le type de sol sur lequel se situe l'exploitation de Damien Thieblemont. Tu as partagé l'écran ou pas? Oui. Ah non, il n'est pas partagé, donc il faut que tu ailles dans écran partagé, tu cliques deux fois sur le diaporama. Voilà. Excusez-nous. Et tu mets en mode diaporama. Très bien, c'est bon. Parfait. Donc voilà, ici, sur cette deuxième diapositive, les types de sols qu'on rencontre dans la région naturelle du Barrois. Donc, c'est des sols argilo-calcaires superficiels. Alors, quand on parle de superficiels, on peut trouver différentes hauteurs, profondeurs de sol.
On les a regroupés sur notre zone en 3 catégories, 3 groupes, G1, G2, G3, qui, pour chaque groupe, correspond à un tonnage de terre fine par hectare. Donc, on est sur des types de sols qui oscillent entre 1200 tonnes et 3600 tonnes de terre fine. À chaque groupe de potentialité correspond un niveau de productivité. Et ce que vous avez là sur le tableau reprécise pour les différentes cultures qu'on est censé retrouver sur ces types de sols le niveau de productivité. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture fastidieuse de l'intégralité du tableau, juste m'arrêter sur une culture qu'on rencontre pratiquement dans tout type d'exploitation, la culture du blé. Vous voyez que le niveau de rendement pour les sols les plus superficiels, il s'établit à hauteur de 45 quintaux. Pour des groupes intermédiaires en termes de profondeur de sol, on dépasse les 52. 52, c'est le chiffre du département. Et pour les groupes de potentialité où on a le plus de terre fine, on dépasse les 60 quintaux. Ce qui est aussi intéressant d'observer, c'est la diversité de cultures qu'on peut rencontrer sur ces types de sols. Vous comprenez bien que sur les types de sols les plus superficiels, le choix de culture est quand même très limité. C'est des rotations qui se limitent, je dirais, à des successions de cultures d'hiver. Historiquement, colza, blé ou orge d'hiver. Des cultures d'été comme le maïs sont peu rencontrées sur les types de sols les plus superficiels parce que le niveau de rendement ne permet pas d'assurer une rentabilité de cette culture. Après avoir fait une présentation très rapide du type de sol, je voulais aussi vous rappeler l'évolution de la pluviométrie. Vous avez là deux diagrammes, 2 graphiques qui caractérisent pour le graphique de gauche la pluviométrie de l'année 2020. Donc, on a 859 mm en cumul annuel. Quand on compare ça à la moyenne de la station météo, donc une moyenne sur une longue série, 1951-2019, on s'aperçoit qu'on a à 20-30 mm près toujours la même quantité d'eau qui tombe annuellement. Le problème qui se fait malheureusement de plus en plus récurrent, c'est la répartition de cette pluviométrie et notamment la pluviométrie sur les mois les plus chauds de l'année, les mois de juillet et août, où vous voyez pour 2020, on a pris respectivement 14 mm sur le mois de juillet et 22 mm sur le mois d'août. Sur le graphique de droite, toujours une comparaison de la pluviométrie, mais cette fois-ci sur 2 séries plus longues. La moyenne 51-2015, donc les histogrammes en bleu foncé, et la moyenne pluviométrique sur la période 2015-2020. Donc on s'aperçoit à la lecture de ce graphique qu'il y a toujours la même quasiment quantité d'eau qui tombe annuellement. Par contre, là aussi, la répartition, elle change, elle évolue, puisqu'on est sur des quantités d'eau qui tombent mensuellement plus élevées sur la période, on va dire, fin d'automne, début d'hiver, ou sur la période novembre-décembre, par exemple, on a des cumuls qui s'établissent à hauteur d'une centaine de millimètres. Donc, on a plus d'eau en hiver et moins d'eau en été. Avant de laisser la parole à Damien, je voulais vous présenter ce diagramme qui est, vous m'excuserez, certainement trop chargé, mais c'est le résultat d'une étude qu'on a fait avec le GI2E Sol Union, dont Damien fait partie aujourd'hui, et on a regardé les coûts de production de la culture de blé. Donc vous avez sur les histogrammes toutes les exploitations membres du GI2E qui sont représentées, et on a décortiqué pour chacune d'entre elles la composition des charges et le niveau de marge nette. Alors, vous avez ici entouré l'exploitation ici de Damien Thieblemont. La partie d'histogramme en bleu, c'est le niveau de charge opérationnelle, donc exprimé en euros par hectare. La partie d'histogramme en rouge, c'est le niveau de charge de mécanisation. Et la partie d'histogramme en vert, c'est le niveau des autres charges. Le total des charges est représenté ici dans le rectangle rouge. Et la marge nette est représentée dans le rectangle violet. Ce qu'il faut retenir à la lecture de ce graphique, c'est que la particularité de l'exploitation de Damien, il la présentera plus en détail dans quelques instants, il est sur des types de sols plus superficiels que les autres membres du groupe, qui sont plus sur le nord du département, limite Marne un peu pour situer les limites géographiques. Vous voyez que sur la récolte 2015, Damien a produit
6,4 tonnes de blé par hectare. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que malgré un faible niveau de productivité, il dégage une relative bonne marge nette, puisque la marge nette de son blé en 2015 était autour de 433 €. Du même niveau que des exploitants voisins qui ont des niveaux de productivité à 2 tonnes supérieurs ou des très bons niveaux de rendement qui avoisinent les 10 tonnes de blé. Maintenant, Damien va vous présenter son système de culture. À toi, Damien. Bonjour. Je me suis donc installé en 1999. J'ai rejoint l'exploitation familiale, à l'époque polyculture élevage laitier, avec un atelier de taurillon d'engraissement. Et en 2001, mon frère m'a rejoint sur l'exploitation. Cette époque-là, on pratiquait le système labour classique pour à peu près 80% de la surface. En 2010, on commence le TSCS, suite à l'acquisition des chômeurs assez spécifiques. 2011, nous avions besoin d'un bâtiment et donc de stockage, de fourrage. Donc, nous avons réfléchi à y installer des panneaux solaires ainsi que sur un autre bâtiment déjà existant. Le tout pour une puissance de 208 kW. Et donc 2015, c'est l'année où on passe en semi-direct. Suite à 2-3 années d'essai, depuis 2012, on s'était un petit peu essayé sur derrière des maïs en silage, des choses comme ça. Voilà. Et donc, on est passé en semi-direct, mais avec l'appui du technicien de la Chambre d'agriculture, donc Tonio Pereira. Et à cette époque-là, le GI2E a été créé, animé par Tonio. Puis, nous sommes rapprochés des gens d'Arvalis et de la PAD. Il faut savoir que pour se démarrer du semi-direct, il faut être entouré. Tout seul, c'est trop risqué, c'est trop compliqué. Il faut des techniciens et des autres agriculteurs pour nous entourer. Alors, la particularité, c'est que nous avons décidé de démarrer le semi-direct sans investir dans du matériel spécifique. On a utilisé le matériel existant d'exploitation et on l'a amélioré au fil des années, modifié. Alors, aussi, le semi-direct s'est fait malheureusement un petit peu par la contrainte climatique et économique. Vous l'avez présenté, Tonio, les rendements, le potentiel est très limité, donc il faut maîtriser absolument toutes les charges. 2017, alors là, c'est l'année de l'arrêt de la production laitière, pour plusieurs raisons, un manque de main-d'œuvre, la crise laitière, et puis une nouvelle mise aux normes qui arrivait, qu'il fallait passer. Donc, nous avons décidé d'augmenter l'atelier taurillon. 2020, nous mettons en marche l'unité de méthanisation de 499 kWh. Donc, c'est un petit peu le fruit de 3 années de réflexion, une année de construction. Suite à la période de crise laitière, on s'est aperçu que c'est grâce aux panneaux solaires, à la production d'énergie, qu'on avait pu maintenir un niveau de revenus correct sur l'exploitation. Donc, l'objectif était de sécuriser le revenu sur du long terme par un produit stable. La même année, la ferme a été labellisée Cœur des sols. Alors, l'objectif est de pouvoir profiter éventuellement d'une rémunération stockage carbone, voire protection de la biodiversité, etc. Et cette même année, nous avons mis au point le socle sabre sur le semoir de l'exploitation. Alors, c'est les premiers essais que nous avons réalisés en 2015. Donc, c'est un semis de févrole réalisé derrière la moissonneuse avec le semoir monograine classique de l'exploitation sans modification. Donc, ces févroles ont été implantés, elles ont correctement poussé puisqu'on avait eu un été relativement pluvieux. On les a laissés geler naturellement l'hiver et au printemps, on a réalisé les semis de maïs dedans en chevauchant la ligne de semis pour repasser exactement à la même place. Ce qu'on avait constaté à l'époque, un inconvénient, on avait plus de soucis de limaces dans la ligne de semis. Par contre, le maïs avait une meilleure résistance à la sécheresse. On avait gagné quelques jours de résistance à la sécheresse. La deuxième photo nous montre un semis de céréales
réalisé donc avec le semoir classique sans modification, donc de réaliser dans un couvert multi-espèces. On voit du sarrasin, il y a de la févrole, voilà. Et on avait la chance, c'était les premières années, les étés avaient été corrects, donc on avait un développement en biomasse tout à fait correct. Et puis voilà, ce qu'on a également mis en place sur l'exploitation, on a profité de la présence de la culture de colza pour installer des couverts permanents de légumineuses. Ici, ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple de colza associé à de la luzerne fourragère. De la luzerne qui est implantée en même temps que le colza dans les premiers jours d'août. Une luzerne qui est implantée à raison de 8 kg de semences à l'hectare. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette légumineuse présente de façon pluriannuelle et qui va être systématiquement présente forcément pendant la période d'interculture, mais également dans la culture qui suit. La photo que vous avez sur la droite, c'est le blé qui est dans cette parcelle-là, la situation quasiment à aujourd'hui. Vous voyez que la luzerne est encore présente. Un des objectifs de cette association-là, c'est bien sûr d'avoir des sols couverts pendant l'été sans avoir à déployer des heures de tracteur et des coûts de semences de façon annuelle. Et on le voit malheureusement maintenant avec la raréfaction de la pluviométrie estivale, plutôt des échecs que des réussites dans les couverts annuels. Par contre, force est de constater que les parcelles qui portent aujourd'hui des couverts permanents de légumineuses, que ce soit de la luzerne, que ce soit du trèfle blanc ou du lotier corniculé, c'est des parcelles sur lesquelles on a encore, pendant l'été, une présence de biomasse qui est en action. On a de la production aérienne, on a aussi de la production souterraine via les racines. Ça permet aussi, sur la céréale qui est accompagnée de ces légumineuses-là, de diminuer la fertilisation azotée, puisque régulièrement, sur ce genre d'association, on économise 20 à 30 unités d'azote sur la culture de céréales. Alors, comme l'a présenté Tonio, les colzas sont tous implantés depuis 2015 avec des plans de campagne où on y a intégré des légumineuses. Alors, 3 modalités. On avait intégré de la luzerne, du trèfle blanc ou du lotier. Dans la particularité, cette année-là, le trèfle blanc était très bien développé et il était arrivé à maturité. Donc, 8 jours après avoir récolté le colza, j'ai repassé la moissonneuse dans les parcelles pour récolter le trèfle et on a pu produire 80 kg de trèfle blanc à l'hectare et récolter encore quelques 6 litres de colza qui restaient. Après une grosse journée de travail, nous avons pu nettoyer le trèfle et avoir quelques tonnes de semences de trèfle. Sur l'exploitation, on a pu récolter de la luzerne plusieurs fois en fourrage pour compléter des années difficiles avec des stocks fourragers difficiles. Et une fois, nous avons pu récolter de la luzerne en graines, puisque celle-ci, elle était donc dans de l'orge d'hiver. Elle avait été implantée l'année d'avant. Et l'orge d'hiver récoltée très tôt en saison, elle est revenue à maturité, elle a repoussé, elle est revenue à maturité au mois d'octobre. J'ai pu la moissonner, récolter la graine début octobre avec un petit séchage. La graine était parfaite, avec une centaine de kilos hectares. L'assolement. Donc, il est classique de la petite région naturelle et de l'exploitation depuis de nombreuses années, avec une grosse part de blé, le colza, les orges d'hiver et le maïs en silage jusque-là avec des couverts. Et maintenant, on met des cives avant le maïs en silage. Le gros souci aujourd'hui, la production de colza n'est plus possible. Pour 2 raisons. La première, donc les 2 années de sécheresse, les implantations ont été quasiment que des échecs. Et lorsque nous avons réussi à implanter une petite partie, ce sont les grosses altises qui ont détruit, qui ont anéanti la future récolte. Donc aujourd'hui, le défi, c'est bien de trouver encore une nouvelle tête de rotation sur cette rotation, mais ça va être compliqué. Le type de sol nous limite quand même beaucoup. Alors, est-ce que les pois protéagineux ou des mélanges légumineuses pour améliorer l'autonomie en protéines de l'élevage, il y a des pistes à creuser, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de solution toute trouvée.
Voilà ce qui caractérise encore une fois le milieu dans lequel se trouve l'exploitation de Damien. Hein, c'est à la fois cette double peine de sol superficiel et des étés de plus en plus secs ou de moins en moins arrosés, donc qui rend aujourd'hui la culture de colza pratiquement impossible. Quand le colza lève, il se fait rattraper par les grosses altises, et puis quand il ne pleut pas, le colza ne lève pas du tout. Ça limite aussi la réussite des couverts annuels. Donc, comme l'a rappelé Damien à l'instant, hein, le défi qui s'ouvre à nous, c'est de pallier à cette disparition qu'on espère temporaire de la culture de colza par une autre culture, et une autre culture qui soit rentable pour l'exploitation. Alors, 2020, donc mise en route de l'unité de méthanisation. Donc, elle a été réfléchie, mûrement réfléchie pour stabiliser un revenu sur le long terme, c'est clair, mais l'objectif aussi était d'avoir une majorité d'effluents d'élevage à l'intérieur. On voit 70% d'effluents d'élevage pour une bonne vingtaine de cives, et le maïs, une minorité, c'est pas l'objectif, l'objectif du maïs, c'est de nourrir le cheptel laiturion. Un tout petit peu d'issue de céréales suite au nettoyage de la récolte, pour une production de 499 kg. Donc, l'unité a été faite en collaboration, alors nous tout seuls, mais les voisins sont venus collaborer pour l'apport de matière. Alors, des éleveurs, pour des soucis de stockage de matière, ils ont préféré amener à la méta, et des céréaliers, problème de rotation sur les mêmes types de sols. Donc, ils cultivent des cives qui cassent leur rotation, et ils sont apporteurs de matière et récupérateurs de digesta. Sur la valorisation du digesta, l'installation méthanisation sur l'exploitation de Damien produit l'équivalent de 19 000 m3 de digesta par an, hein, avec un C/N de 7, donc un produit organique à action, on va dire, assez rapide. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand on convertit ces unités de digesta en unités fertilisantes, on a une production équivalente à 283 tonnes d'ammonitrate, 253 tonnes de chlorure de potassium. Et donc ça retourne au sol, de l'exploitation de Damien, bien sûr, mais ça retourne aussi au sol des apporteurs de matière. Donc d'un côté, avec la méthanisation, on introduit une nouvelle façon de gérer l'interculture avec des cives. Cette interculture est aussi un levier très intéressant, très important dans le maintien à un niveau très acceptable de salissement de parcelles. Et puis, quelque part, on commence à acquérir une autonomie sur entre guillemets, la dépendance aux engrais chimiques de synthèse. Et puis, pour terminer, un peu en guise de conclusion, quelque chose qu'on a réfléchi avec Damien, qu'on réfléchit aussi avec bon nombre d'autres agriculteurs. On s'aperçoit aujourd'hui que l'agriculture avec un grand A doit répondre à de nouveaux défis. Il n'y a pas bien longtemps, la fonction primaire de l'agriculture, c'était de produire de la nourriture. C'était de produire aussi pour une part de la production des agrocarburants. Dans le défi majeur qui s'annonce aujourd'hui, ça va être d'inverser la tendance, hein, que l'agriculture ne soit plus, je vais dire, le problème numéro 1 de la société, mais au contraire soit la solution, et notamment la solution vis-à-vis du réchauffement climatique. Un réchauffement climatique dont on est tous responsables, hein, nous au quotidien dans nos actes de consommation, les agriculteurs parce que ils travaillent avec du vivant. Et aujourd'hui, le défi, il est là, à notre avis, ça va être de faire reconnaître au reste de la société l'enjeu crucial qu'a l'agriculture à jouer dans ce fameux réchauffement climatique. Et on a une équation auquel il va falloir que les décideurs et les citoyens en général s'intéressent, hein, c'est comment on peut résoudre cette équation
avant qu'on rentre dans cette pandémie. Le produit que vous avez à l'écran a fait énormément parler de lui. Je pense au glyphosate. Vous voyez que sur l'exploitation de Damien, le glyphosate est utilisé comme dans bon nombre d'autres systèmes agricoles, mais il n'est utilisé, et ça c'est vrai pour l'ensemble de la production française, que pendant la période d'interculture, donc à une période où les cultures ne rentrent pas dans la chaîne alimentaire, et il est utilisé en fonction des parcelles, en fonction des besoins, entre 360 grammes au litre et à peine 700 grammes pour 10 000 mètres carrés. Voilà pour ce qui est de la présentation. Forcément, difficile de résumer tout un système de culture, difficile de résumer toutes les innovations en 30 petites minutes. Maintenant, on est prêt à répondre à vos questions s'il y en a. Oui, merci Antonio. Tu peux enlever ton... Merci pour la devise aussi de Francis Blanche. Tu peux enlever ton diaporama maintenant que tout le monde l'a vu et je pense que Christophe va commencer à récupérer les questions, sachant que Marie-Hélène en a posé une dans le chat, Christophe. Marie-Hélène peut quand même intervenir, mais Marie-Hélène donne de mauvais exemples parce qu'on demande de poser dans le QR. Donc merci aux spectateurs Je peux de pas. poser vos questions dans le QR. Je suis brimée, je peux pas mettre ma question dans le QR. Alors, Donc, je peux quand même poser ma question du coup directement. Oui. J'avais deux questions. Vous nous avez montré des bonnes marges. Finalement, qu'est-ce qui, d'après vous, explique ces bonnes marges-là? Et mon autre question, c'était quel est globalement votre niveau de phyto et notamment herbicide, au-delà du glyphosate? Je vais répondre, pardon Damien, je vais répondre sur le niveau de bonne marge. Comme je l'ai rappelé dans les premiers slides, vous avez vu le contexte pédoclimatique. Damien n'est pas sur un secteur où il peut espérer faire 10 tonnes de blé. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Donc, partant de ce constat-là, il est crucial de bien maîtriser tout le niveau des charges qui est engagé pour produire. Alors, on a fait un énorme travail sur les charges opérationnelles. Par contre, aujourd'hui, on a atteint un plancher. On ne pourra pas en mettre moins. Dans ce système d'agriculture, entre guillemets, conventionnel, on est toujours obligé de désherber nos cultures, on est toujours obligé de les fertiliser. Par contre, le poste qui reste à investiguer, et Damien, je pense, l'a très bien fait, c'est sur le poste de charge de mécanisation. Damien fait partie, pour une part, du parc matériel de CUMA. Vous avez vu qu'il s'est lancé dans l'agriculture de conservation des sols sans commencer par investir dans un semoir de semi-direct. Il a utilisé l'existant et il l'a adapté. Il a un niveau de charge de mécanisation qui dépasse à peine les 250 € par hectare. Et ça, c'est la clé aujourd'hui pour ce genre d'exploitation, pour pouvoir encore perdurer demain et dégager une certaine rentabilité de l'activité agricole. Maintenant, pour l'utilisation des herbicides sur culture, Damien, si tu veux dire quelque chose. Oui, alors le niveau de charge, pour revenir un petit peu, en gros, pour un blé, je me limite à 200-210 € hectare, sachant que voilà, il faut que j'arrive à dégager de la marge avec 5 tonnes de blé. Donc, il faut que je serre les boulons de partout. Après, l'herbicide, c'est le poste qui pose le plus de problèmes, puisqu'on a quand même des problèmes de vulpa. C'est le seul poste que je ne tire pas dessus. Voilà, je ne suis pas trop à l'économie. Par contre, tout ce qui est insecticide, ça a disparu quasiment de l'exploitation, quelques rares fois à l'automne. Et fongicide, on a diminué les doses de manière très drastique, étant donné qu'il n'y a pas le potentiel, ce n'est pas la peine d'y en mettre. Voilà. Pour caractériser un peu les choses, pour ceux qui sont coutumiers de ces indicateurs, quand on regarde la pression IFT, un blé produit chez Damien, par exemple, est produit avec 2,3 IFT herbicides et seulement 0,8 IFT hors herbicide. Donc, dans l'IFT herbicide est compris le glyphosate.
Merci. Du coup, je ne prends pas les questions dans l'ordre parce qu'il y a une question de Christian qui est dans la ligne de la question de Marie-Hélène. Plus du coup, au cours du temps et en dynamique, est-ce que vous avez observé des baisses de pression et de besoins en phyto au fur et à mesure de l'évolution de votre système et comment ça s'est concrétisé? Alors, on a bien baissé les phytos quand on a intégré les colzas associés. D'avoir mis des plants de campagne, on avait supprimé une bonne partie du désherbage colza, ou si les plants de campagne démarraient bien, elles arrivaient à étouffer le reste. Il nous restait juste des graminées à maîtriser. Et avec un kerb d'hiver, ou des fois quand même un petit antigraminé avant. Et derrière, l'insecticide a été aussi supprimé sur le colza à l'automne, puisqu'on avait réussi à avoir des plantes campagnes qui arrivaient en fleurs et qui perturbaient le cycle des insectes. Donc, toute cette partie-là avait vraiment été bien réduite. Mais c'était avant l'apparition des grosses altises. Voilà, les grosses altises, on n'a rien pu faire contre ça avec ces méthodes-là. Mais le fait d'avoir des colzas associés, le fait aussi d'avoir recours à la non-perturbation du sol, c'est-à-dire le semis direct, a permis quand même de diminuer assez sensiblement la pression des adventices. Malheureusement, ça ne suffit pas. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encore recours à des herbicides, on a encore recours à du glyphosate. Mais quand même, la situation d'enherbement est quand même moindre aujourd'hui et encore plus avec l'arrivée de la méthanisation sur l'exploitation qu'elle ne l'était pendant les années de travail du sol et notamment les années de TCS. Du coup, il y a une question également en lien avec les adventices pour approfondir un peu vos problématiques par rapport à la maîtrise des adventices, plus en détail. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers sur certaines espèces, par exemple? Alors, la première plus grosse problématique sur céréales, c'est le vulpin. Tout ce qui est régras, tout ça, on n'a pas trop de soucis, mais le vulpin est la principale problématique. Le reste se gère assez facilement. Donc la graminée la plus présente dans ce type de sol, c'est effectivement le vulpin. On revoit depuis quelques années le retour de brome qui avait disparu il y a une petite dizaine d'années et qui revient aujourd'hui. Alors ça, c'est lié aussi à l'évolution des applications d'herbicides. Aujourd'hui, on a du vulpin, on a beaucoup de vulpin. Malheureusement, on a du vulpin qui est résistant à pratiquement toutes les familles chimiques dont on a à disposition à l'instant T. Le brome, il est très bien maîtrisé encore avec les sulfonylurées, mais comme on a basculé d'un désherbage qu'on faisait historiquement plutôt en sortie d'hiver quand les sulfonylurées fonctionnaient bien, aujourd'hui on est basculé sur des interventions avec des produits racinaires appliqués à l'automne, au moment du semis ou dans les premiers stades végétatifs du blé. Et aujourd'hui, comme les sulfos ne marchent plus, on les emploie de moins en moins en sortie d'hiver, et donc on voit revenir le brome. Il faudra qu'on y prête attention. Mais encore une fois, ce qui permet de limiter le salissement, ce n'est pas forcément le recours à des produits chimiques, hein, mais c'est vraiment l'enchaînement de cultures, la succession de cultures, le mode d'exploitation. Et c'est pour ça que la méthanisation peut être intéressante de ce point de vue-là, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, comme Damien a présenté son assolement. Hein. Aujourd'hui, systématiquement, les hectares de maïs sont précédés par une cive, une culture intermédiaire à vocation énergétique. Cette cive, elle est récoltée en mode ensilage les premiers jours de mai. On essaye de récolter, alors ça c'est sur le papier, sur le terrain c'est un peu plus compliqué, on essaye de déclencher la récolte de cette cive avant que les vulpins n'arrivent à épiaison pour diminuer la pression, l'augmentation du stock semencier. Et derrière, on réimplante une culture d'été. Donc, ce double enchaînement, cive récoltée de bonne heure plus culture d'été, contribue à améliorer la pression en graminées dans nos parcelles. Après, en situation extrême, une parcelle de blé sale ou un rond, quelques hectares sales, je n'insiste pas en chimie.
C'est la faucheuse au printemps et c'est valorisé dans la méta. Voilà, c'est la solution économique et voilà, le but est de ne pas s'acharner avec de la chimie. On fait un désherbage, il fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ça sera dévié pour l'unité de méthanisation. Une question d'Antoine Messéan sur les associations colza-légumineuses qui sont plus possibles et pour lesquelles vous dites réfléchir à des alternatives. Et donc, du coup, à quoi vous réfléchissez et voir qu'est-ce que vous êtes en train de tester actuellement comme alternative. Pour l'instant, il n'y a encore pas d'essai. Voilà, on était au colza jusque l'année dernière. On a fait une récolte de 5 quintaux hectares. C'était une catastrophe complète. Voilà, les possibilités, ça va être des mélanges pois, pois fourragers. J'aimerais bien arriver à faire quelque chose pour l'autonomie en protéines des animaux. Ça serait mon but, mais voilà, il va falloir qu'on trouve des plantes qui s'adaptent à notre… Donc, des plantes d'hiver, parce que plantes d'été, ce n'est pas la peine. On sait qu'on n'aura pas de récolte. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'essai mis en place. C'est la réflexion pour l'année à venir. Voilà. OK. Ensuite, il y a une série de questions autour de la méthanisation. Alors, une question sur la gestion du méthaniseur et sa gestion territoriale. Est-ce qu'elle est en concurrence avec l'investissement nécessaire pour repenser le système de culture face à la sécheresse? Alors, justement, on ne l'a pas basé sur du maïs, on l'a basé avec les affluents d'élevage, c'est une grande majorité, et sur des cives pour nettoyer les champs. Et les cives, étant donné que ça va être du seigle en majorité qui est implanté à l'automne, on n'a pas le souci de la sécheresse d'été. C'est clair que sur du maïs, vu les rendements depuis 2 ans, c'est impossible de tenir une unité avec des cultures d'été. Même le sorgho n'a strictement rien fait en production cette année. Et la gestion, elle est gérée, on peut dire que l'unité de méthanisation, elle est gérée avec des voisins dans un rayon d'une dizaine de kilomètres et en collaboration avec les gens de la CUMA. Voilà. Des questions également sur comment vous semez les maïs après les cives. Est-ce que vous les faites avec du strip-till, semi-direct, autre méthode? Et puis, est-ce que vous avez des problèmes de compaction après les récoltes des cives? Alors pour l'instant, vu qu'on a eu des années plutôt sèches, on n'a pas eu de problème de compaction. C'est semé pas en strip-till, on ne l'a encore pas testé. Chez des voisins, oui, mais pas moi. Semi-direct avec le semoir classique, une petite modif, ou alors un très léger déchômage. Ça dépend de la parcelle, des conditions. J'ai aussi une autre problématique sur l'exploitation, c'est les dégâts de sanglier. Donc, je suis obligé quelquefois de passer un outil pour reniveler le sol, puisqu'il est devenu chaotique. Et voilà, donc les semis de maïs sont faits dans ces 2 situations-là. Pour compléter sur l'exploitation de Damien, comme il l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de matériel spécifique pour implanter des cultures en semi-direct. Donc, tout est fait avec du matériel issu de l'époque où les sols étaient travaillés, qui a été certes adapté, amélioré. Mais sur la question d'implantation du maïs derrière une récolte en mode ensilage, c'est quand même risqué, je vais dire, de rester sur du semi-direct, d'autant plus que concomitamment à cette période de récolte, il y a souvent aussi la période d'épandage du digestat. Donc, l'épandre du digestat entre 2 cultures à une époque où il peut faire chaud et on peut manquer d'eau, il est quand même fortement recommandé de passer par la case enfouissement pour limiter la perte par volatilisation. Donc, le travail du sol avant l'implantation de maïs, c'est quand même plutôt requis dans ce genre de système. Une question aussi sur les adaptations que vous avez faites sur votre matériel. Donc, vous nous avez indiqué utiliser, quand vous êtes passé au labour, d'utiliser le matériel de l'exploitation en l'adaptant progressivement. Si vous pouviez nous donner quelques détails et quelques informations plus précises sur les adaptations que vous avez faites et
au fil des années? Alors, le semoir à maïs a subi peu de modifications. À la place des soleils, des chasse-débris rotatifs, j'ai implanté une dent qui fissure un petit peu devant. C'est la seule grosse modification. Il était correctement équipé avec les roues de rappui. Par contre, sur le semoir, les ressorts, il était équipé, il avait des doubles ressorts, donc il a fallu faire juste un petit réglage, mais c'est tout. Par contre, sur le semoir à céréales, à la base, c'est un semoir avec une dent style dent de chisel, une grosse dent. On a affiné le socle au départ, et puis après, nous avons construit une autre dent beaucoup plus fine, de 15 mm. Ça n'a pas été une réussite, il y avait trop de bourrage, et donc depuis maintenant, ça fait 2 ans, on a fait ce qu'on appelle le socle sabre. Ça ressemble aux anciens sabots sur les semoirs à maïs dans le temps. Et donc, il fait 15 mm de large. Et on utilise ça, ça découpe, ça permet de coucher les plantes et de la cisailler, la couper. Ce n'est pas miraculeux, mais ça marche dans la plupart des situations. Les seules limites, c'est derrière du tournesol et derrière des maïs où il y a beaucoup de végétation ou alors des gâts de sanglier avec des grands brins. Et là, il y a bourrage, on ne peut pas, il faut. Et donc là, dans cette situation-là, j'utilise le semoir de l'Akuma qui est un semoir à disque. Mais 90-95% des semis d'exploitation sont réalisés avec le socle, le sabre. Dans l'ensemble, il fait un très bon travail. 2 questions en lien avec la méthanisation. Une question très précise sur quel est le pH de votre digestat et une autre question autour de le stockage de l'eau dans les sols. Est-ce que vous avez vu des différences avec la mise en place de l'atelier méthanisation? Alors, l'atelier de méthanisation, il a à peine 1 an de fonctionnement. Donc, pour l'instant, on n'a encore pas… voilà. On épand les premiers digestats et donc on n'a pas assez de recul. Maintenant, il y a une spécificité qu'on n'a pas dit, c'est que le digestat est retravaillé par un système d'évapoconcentration dans le but d'épandre une grande majorité de digestats solides. Donc, ça passe par une vis-presse, puis par des évaporateurs, où là, on sépare l'azote de l'eau, qui est de l'eau déminéralisée. Donc, voilà, la particularité maintenant, voilà, je ne peux pas donner de référence, puisque pour l'instant, on débute, on épand les premiers digestats, et donc il n'y a pas… voilà, je n'ai pas de retour d'expérience. Sinon, pour répondre à la question sur le pH, le digestat sort à un niveau de pH de 8,7. Une question sur la luzerne. Pourquoi ne pas l'intégrer 2-3 ans en culture principale, notamment pour gérer les graminées? Je sais pas, vas-y. C'est une piste, effectivement. Le problème de laisser une luzerne en plusieurs années, et encore une fois, sur des sols superficiels, hein, le niveau de productivité de la luzerne, pour imager un peu, si parmi les auditeurs aujourd'hui, il y a des gens qui sont de départements voisins, je pense à la Marne ou à l'Aube, où on trouve aussi des luzernières orientées pour l'adhésie. Pour faire très simple, hein, nous, en 3 coupes annuelles de luzerne, on sort le même tonnage que nos voisins de l'Aube ou de la Marne à la première coupe. Donc quelque chose, malheureusement, compte tenu, encore une fois, de nos types de sols, qui rend cette culture avec un niveau de potentiel qui est quand même malgré tout limité, mais certes, qui pourrait répondre à la question de Damien sur l'autonomie alimentaire et l'autonomie en protéiques en particulier. Mais pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait la possibilité de faire du colza, on préférait avoir des cultures de rente, des cultures de vente associées à de la légumineuse. Sachant que la légumineuse, comme l'a rappelé Damien, si les conditions climatiques d'été et de début d'automne le permettent, peuvent venir complémenter un stock fourragé. Ok, merci. Une question sur les maladies des céréales. Est-ce que vous arrivez à jouer sur
la pression en maladie en utilisant des variétés plus résistantes? Est-ce que également vous avez essayé de produire des blés de force pour avoir une meilleure valorisation économique du coup en jouant sur le potentiel limité des sols et le caractère séchant en fin de cycle? Alors, sur l'exploitation, on utilise un mélange variétal depuis maintenant, il y a 5 ans. Enfin, il y a 2 mélanges de faits, un pour les semis très tôt et un pour les semis derrière maïs, voilà, avec une alternativité. Les mélanges ont été pensés dans un but justement de limiter d'être résistants aux maladies. Après, pour la commercialisation, l'exploitation est équipée pour stocker plus d'une moisson. Donc, je joue avec le stockage, avec les cours. Mais malgré tout, c'est en général que des blés panifiables qui sont cultivés sur l'exploitation. Voilà. OK. Quelle est la part estimée des différents ateliers dans le chiffre d'affaires de l'exploitation quand le méthaniseur sera pleinement fonctionnel? Donc, quelle part visée dans vos objectifs stratégiques et de gestion de votre exploitation entre grande culture, taurillon et culture énergétique? Si on prend le total de l'énergie, ça sera au moins 3/4 du chiffre d'affaires de l'exploitation. Ça va faire à peu près, après si on divise, voilà, 3/4 méta, 1/4 panneau solaire. Et la partie taurillon, ce n'est pas une production à grande marge. Maintenant, voilà, le but est d'employer, enfin, on a toujours été des éleveurs, donc on reste passionnés, mais ce n'est pas sur l'atelier taurillon qu'on dégagera une très grosse marge. Le but est de quelques centaines d'euros, voilà, et à une centaine d'euros par taurillon, ça serait très bien. Mais suivant les lots, ça change beaucoup. Et voilà. Et après, la part grande culture, on va essayer de maintenir à des niveaux de marge actuels sans dégrader. Tu as une question Oui, j'avais une question. Oui, parce que j'avais une question qui était dans l'esprit de celle de Jérôme, mais de savoir si effectivement le fait d'avoir une diversification des sources de revenus, est-ce que ça vous permet de faire plus d'agronomie dans vos cultures ou est-ce que ça contribue aux démarches agronomiques avec réduction des phytos, etc. Ou est-ce que pas du tout, c'est juste pour augmenter le chiffre d'affaires? Non, enfin, oui, la méthanisation, elle a bien été là pour avoir un chiffre d'affaires supérieur, mais ça n'empêche que l'agronomie reste une priorité sur l'exploitation. Et donc, de toute façon, on a toujours une démarche agronomique sur nos parcelles. Voilà. C'est même, je dirais, indispensable et primordial. Hein. Les systèmes avec méta ne peuvent se faire et ne peuvent réussir que si derrière ou si en amont, il y a une cohérence agronomique. Attention, avec la méta, on pourrait aller sur des situations à moyen ou long terme catastrophiques au niveau agronomique, avec des sols de plus en plus compactés, des sols de moins en moins productifs. Marie-Hélène, tu avais une question complémentaire également sur… Oui, justement sur ça, sur la méthanisation. Je me demandais au bout de combien de temps finalement l'investissement que vous avez fait sur le méthaniseur sera amorti? L'objectif est d'être aux environs de 11 ans. 10-11 ans devrait amortir l'installation. Ok. Et c'est un investissement en collectif? Non, justement. Okay. L'investissement a été fait mon frère et moi. Mais voilà, c'est en collaboration avec les voisins. Parce qu'à l'origine, pour te dire, le projet, il était de moitié de taille que nous, avec juste un voisin. Et puis, en discutant, il y a d'autres agriculteurs qui ont trouvé le projet intéressant, qui nous ont dit, on aimerait bien apporter de la matière et récupérer le digestat. Donc, on a fait un projet plus conséquent et on a intégré plusieurs voisins dans les apporteurs. Mais financièrement, c'est que mon frère et moi. D'accord.
Et puis le système méthanisation, encore une fois, dans le contexte bien particulier qu'est le nôtre, hein, c'est aussi un moyen de sécuriser sur du moyen terme un certain niveau de produits, de revenus, quelque part. Une question sur votre problématique de ravageurs sur le colza. Quelle succession culturale pourriez-vous envisager avec différents débouchés, que ce soit vente ou méthaniseur? Aujourd'hui, chez Damien a été remplacé les 17% de la solde qui était initialement consacrée au colza. Ça a été remplacé par du blé. Ce qui est le cas de bon nombre d'exploitations où le colza a disparu. Le premier réflexe, c'est de faire une culture qu'on maîtrise à peu près d'un point de vue technique, qui est encore un tant soit peu adaptée aux contraintes pédoclimatiques. Mais on peut se poser des questions sur la pérennité d'une telle solde de blé dans des systèmes d'exploitation. Il faut qu'on retrouve une autre tête de rotation, parce que pour faire un bon blé, il faut qu'il soit précédé d'une bonne tête de rotation. Le colza était très bien adapté chez nous, maintenant il l'est beaucoup moins. Dans des systèmes avec de l'élevage, on pourrait, ça a été évoqué tout à l'heure, repenser, réétudier l'introduction de surface en légumineuses. Dans des systèmes purement céréaliers, comment on tire un revenu de ces surfaces en légumineuses? Donc, il faut aller dans l'exploratoire. Aujourd'hui, on n'a encore malheureusement pas trouvé de façon pérenne le remplaçant du colza. Il faut aussi que ce qu'on produise trouve preneur sur le marché, parce que on ne fera pas de revenus s'il n'y a pas de vente d'une quelconque production que ce soit. Et encore une fois, moins on a de terre et moins on a de choix de culture. On est vraiment confronté à cette nouvelle équation qui est difficile à résoudre pour l'instant. Philippe et Marie-Hélène, vous avez chacun une question complémentaire? Oui, moi, c'est une question sur justement le côté bricoleur et agroéquipement de Damien, enfin, en tout cas des exploitants. Du coup, comment vous intégrez en termes d'innovation enfin, tout ce qui concerne le numérique en agriculture? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque vous vous intéressez à pas mal de choses, ou justement, ça pose problème parce que c'est des coûts supplémentaires et du coup, votre marge nette sera impactée? Dans le numérique, on ne l'a pas plus intégré que ça. Sur l'exploitation, je suis bricoleur, mais voilà, il y a juste un tracteur qui est équipé en guidage et je ne suis pas un fan du numérique. La seule chose que j'avais réfléchi, est-ce que le robot des herbeurs, des choses comme ça, pourrait, s'il évolue, venir chez nous, mais malgré tout, on a d'autres contraintes qui sont des fortes pentes et je ne sais pas, voilà. Après, tout ce qui est, comment dire, comment Agriculture de précision peut-être, non? Oui, agriculture de précision, toutes ces choses-là. Cartographie. La cartographie, on s'aperçoit que moi, les constats, c'est pas très cohérent par rapport à l'agriculture de conservation, puisque les zones les moins fertiles, c'est les zones qui ont le plus vite redémarré avec le semis direct, où on n'a pas fait une récolte miracle, mais on a retrouvé de la culture. Donc, si on respectait purement une cartographie où on baisse les intrants sur ces zones-là, on n'aurait plus rien du tout, quoi. Donc, je suis un petit peu détaché de ces choses-là. Et merci. Marie-Hélène? Oui, on voit bien que finalement, dans votre chiffre d'affaires, le méthaniseur prend de l'importance. Enfin voilà, c'est une activité importante de votre exploitation. Et vous avez mentionné, bon, attention, je ne sais plus si c'est vous ou Antonio, attention, il peut y avoir des
impacts négatifs en fait du méthaniseur, parce que dans certaines exploitations, on voit qu'on pousse tellement les couverts, on les intensifie finalement pour pouvoir faire tourner à fond le méthaniseur. Donc, est-ce que vous craignez ça et quelles limites vous vous donnez par rapport à ça? Alors, c'est pour ça que dès le départ, on a fait le choix d'être avec des affluents d'élevage dans une très grosse proportion. Et si on pouvait augmenter la proportion, on l'augmenterait encore. Après, les cultures sur moelle l'exploitation, les cives vont très rarement au méthaniseur, elles vont souvent à l'atelier d'engraissement, ainsi que les hectares de maïs. Voilà. Le but n'est justement de ne pas dérégler le système agronomique de l'exploitation à cause du méthaniseur. C'est le méthaniseur qui va s'adapter à une partie. Donc, l'assolement n'a quasiment pas bougé. Et la fourniture du méthaniseur, en gros, c'est les agriculteurs voisins qui, eux, ont réfléchi aussi dans leur rotation les cives. Et pourquoi pas, des fois, quelques hectares de maïs dans des situations, des parcelles de vallée, des choses comme ça. Mais le système, il est hors de question de dérégler le système agronomique de l'exploitation pour le méthaniseur. Et c'est pour ça que le choix a été fait sur les effluents d'élevage. Et je me débrouille à avoir, il y a juste l'été que c'est un petit peu compliqué d'avoir suffisamment de fumier. Autrement, on arrive à tourner avec 70% de fumier, il n'y a pas de problème. Une question de Jean-Robert sur l'effet de la méthanisation sur le bilan humique de l'assolement et sur le bilan carbone de la ferme. C'est quelque chose qu'on va étudier. Hein. Le système méta chez Damien, il est tout à fait récent. Hein. Ça va être la fin de la première année. Mais malgré tout, compte tenu de la surface, compte tenu du système avant méta, on n'est pas trop inquiet sur le bilan humique. C'est une ferme de polyculture élevage à la base, c'est toujours une ferme de polyculture avec de l'élevage plus de la méta. Et encore une fois, hein, dans ces systèmes-là, il faut quand même rester agronome à la base. Il ne s'agit pas de faire de l'exportation de biomasse sans avoir rapidement un retour de la partie organique après production de gaz ou d'électricité via la méta. Mais pour valeur aujourd'hui, on ne peut pas vous donner de chiffres précis sur le bilan humique parce qu'il n'a encore pas été étudié. C'est des indicateurs que vous comptez suivre, cependant. Tout à fait. Oui. Après, le taux de matière organique de l'exploitation est d'environ 5%. Il est très élevé. Comme on est sur des sols superficiels et il y a toujours eu de l'élevage sur l'exploitation, et mon père n'a jamais brûlé de paille ni rien. On a toujours été assez respectueux, même en situation d'abour. Donc, on est sur une situation, malgré tout, qui est très correcte. Alors, on est arrivé, je pense, au bout des questions. Il y a plus des propositions ou des commentaires, par exemple de Grégory Vrignot, qui fait un retour d'expérience sur le secteur des Deux-Sèvres, argilo-calcaire superficiel, où il pratique un semis de luzerne pendant 2-3 ans avec un sursemis de cive chaque année, afin d'avoir à la fois un revenu et une restitution au sol. Et derrière des blés à très faible IFT. Et une autre proposition également de faire pâturer les taurillons en luzernière, par exemple. Voilà. C'est trop dangereux. Voilà, avec un clin d'œil. Je pense qu'on a fait globalement le tour des questions. Marie-Hélène, peut-être nous parler du prochain webinaire? Oui, donc le prochain webinaire de la série sera le 9 avril, donc toujours les 2e et 4e vendredis du mois, donc le 9 avril, et on découvrira une exploitation du marais qui vise à conjuguer biodiversité et viabilité à l'échelle de la ferme. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous. Et donc, le webinaire est terminé. Merci beaucoup aux intervenants, à l'animateur. Et on se retrouve donc le 9 avril. À très bientôt et bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous, bon week-end. Au revoir. Merci à tous, au revoir.